Le crépuscule du XVe siècle s'étirait paresseusement sur le domaine des Hever, baignant les briques rouges du manoir dans une lumière ambrée et douce. C'est là, au cœur de la campagne du Kent, que la lignée des Boleyn, une famille à elle ambition aussi affûtée que les épées de ses ancêtres, s'apprêtait à inscrire un nom dans elle histoire. Thomas Boleyn, un homme dont elle intelligence et elle habileté diplomatique ne faisaient aucun doute, et son épouse, Lady Elizabeth Howard, issue de la prestigieuse maison de Norfolk, attendait avec une impatience mesurée la venue de leur deuxième fille. L'ère de la fin du printemps portait des promesses de renouveau, et la naissance d'Anne, survenue aux environs de l'année 1499 ou peut-être au tout début du nouveau siècle, fut accueillie avec l'habituelle satisfaction due à l'arrivée d'un enfant de sang noble, sans que personne ne puisse deviner l'onde de choc qu'elle provoquerait un jour. Les premières années d'Anne furent celles d'une enfance privilégiée, bercée par les murmures du vent dans les chênes centenaires des Hever et les récits des exploits familiaux. Mais l'Angleterre, malgré sa propre grandeur, semblait parfois étriquée pour les esprits les plus vifs. Aussi, lorsque l'opportunité se présenta, la jeune Anne fut envoyée sur le continent, une décision qui allait sculpter son âme et son intellect bien au-delà des attentes. C'est aidée à bord à la cour des Pays-Bas, sous la tutelle éclairée de Marguerite d'Autriche, régente des Habsbourg, qu'elle fit ses premiers pas dans le grand monde. Les tapisseries flamandes, aux couleurs profondes et aux scènes épiques, semblaient respirer à l'histoire à chaque fibre. Les corridors du palais résonnaient des mélodies délicates des luttes et des conversations feutrées en plusieurs langues. Anne, alors une adolescente aux yeux sombres et vifs, absorbait tout. Elle observait la régente, une femme d'une intelligence rare, maniant le pouvoir avec une grâce toute féminine, dictant des lettres, recevant des ambassadeurs, et gouvernant avec une autorité incontestable. La cour de Malines était un creuset de culture, un lieu où l'art et la politique s'entremêlaient. Anne y apprit non seulement les rudiments de la danse et de la musique, le luth devenant rapidement une extension de ses doigts agiles, mais aussi l'art subtil de la conversation, et l'importance du langage corporel et les multiples facettes de l'étiquette européenne. Le français, langue de la diplomatie et de la cour, devint sa seconde nature, ses intonations s'imprégnant d'une élégance continentale qui la distinguerait plus tard. Elle y développa une curiosité vive, posant des questions pertinentes, écoutant avec une attention non feinte, et forgeant, dans le secret de son esprit, une ambition latente. Elle se sentait pousser, grandir, consciente de la valeur inestimable de cette éducation. Chaque nouvelle leçon, chaque nouvelle rencontre, chaque nouvelle lecture était une pierre ajoutée à l'édifice de sa confiance en soi, de sa détermination à ne pas se contenter d'une existence ordinaire. Puis vint la France, le royaume le plus grand et le plus raffiné des Europes. Anne intégra la suite de la reine Claude, elle épouse de François Ier. La cour de France était un tourbillon d'effervescence, un festival permanent de couleurs, de parfums capiteux et de joutes oratoires. Les châteaux de la Loire, avec leurs façades sculptées et leurs jardins à la française, étaient des écrins de luxe et de pouvoir. Ici, les intrigues étaient plus aiguisées, les enjeux plus élevés, les passions plus débridées. Anne, déjà rompue aux usages de la cour des Pays-Bas, affina ses compétences. Elle y apprit à décrypter les sourires ambigus, à interpréter les silences éloquents, à naviguer dans les courants sous-jacents de la politique et de l'amour courtois. Elle maîtrisa l'art de la répartie, l'élégance de la tenue, et le charme irrésistible d'une femme cultivée et indépendante d'esprit. Elle n'était pas d'une beauté classique, mais son intelligence, son regard perçant et sa conversation brillante la rendaient captivante. Elle savait qu'elle possédait des atouts, des armes invisibles forgées dans les salons royaux et les bibliothèques. L'air qu'elle respirait était imprégné d'opportunités et de promesses, et elle était prête à les saisir. Après des années formatrices passées sur le continent, où elle avait fleuri comme une rose exotique, Anne Boleyn revint en Angleterre. C'était au début des années 1520. Le navire qui la ramenait à travers la Manche tanguait doucement, et elle se tenait sur le pont, le vent salé fouettant ses joues. Le ciel anglais lui semblait d'une grisaille plus prononcée, les côtes plus abruptes et moins accueillantes que les rivages français. Le contraste avec la magnificence et la légèreté des cours européennes était frappant. L'Angleterre des Henri VIII, bien que puissante, paraissait plus austère, plus enracinée dans ses traditions, et peut-être un peu plus provinciale. Elle fut introduite à la cour royale en tant que dame d'honneur de la reine Catherine d'Aragon. La cour de Greenwich, avec ses murs de pierre massifs et ses fenêtres à meneaux, respirait une gravité toute différente des palais de la Loire. Les dames de la reine, vêtues de robes plus sobres, aux coiffes rigides, observaient la nouvelle venue avec une curiosité mêlée de suspicion. Anne, avec sa vivacité d'esprit, son français parfait, et son allure non conventionnelle, ses robes étaient coupées avec une audace discrète. Ses coiffes laissaient échapper quelques mèches indisciplinées se distingua rapidement. Elle portait un air de fraîcheur et de modernité qui détonnait dans cette atmosphère plus conservatrice. Ses yeux sombres, qui avaient tout vu des jeux de pouvoir continentaux, ne manquaient rien des dynamiques subtiles de la cour anglaise. Elle dansait avec une grâce apprise, jouait du luth avec une virtuosité qui émerveillait, et engageait la conversation avec une aisance qui désarmait. Son esprit rebelle, nourri par des années d'indépendance relative,
ne se laissait pas facilement enfermer dans les conventions. Elle riait fort, parlait avec conviction, et ne craignait pas d'exprimer ses opinions, ce qui était à la fois un charme et un danger dans un lieu où la discrétion était souvent la meilleure des vertus. Cette singularité ne manqua pas d'attirer l'attention. Plusieurs jeunes hommes de la cour, éblouis par cette nouvelle étoile, tournèrent leur regard vers elle. Parmi eux, le jeune Lord Henry Percy, fils du puissant comte de Northumberland, fut particulièrement épris. Leur idylle, brève et passionnée, fut cependant brutalement contrariée par le cardinal Thomas Wolsey, le tout-puissant ministre du roi. Wolsey, dont l'ombre planait sur chaque décision royale, avait des autres plans pour Percy, et Anne, encore jeune et inexpérimentée dans les hautes sphères de l'intrigue anglaise, dut s'incliner. Cet épisode fut une leçon amère. L'ambiance de la cour, qu'elle avait d'abord perçue comme un simple terrain de jeu social, révéla sa face plus sombre. Une compétition féroce, une surveillance constante, et des limites imposées par la hiérarchie et les ambitions des puissants. Anne apprit les règles du jeu, observant attentivement comment les faveurs se gagnaient et se perdaient, comment les alliances se formaient et se brisaient. Elle continuait de chercher à affirmer son individualité et son attrait, mais avec une prudence grandissante, une nouvelle conscience des pièges qui pouvaient se refermer sur les imprudents. Elle comprit que pour survivre et prospérer, il ne suffisait pas d'être charmante, il fallait être stratégique. Les années 1526 à 1528 marquèrent un tournant décisif. Le roi Henri VIII, un homme dont la stature imposante et le tempérament impétueux étaient aussi célèbres que sa détermination à obtenir un héritier mâle, commença à poser son regard sur Anne. Son mariage avec Catherine d'Aragon, après plus de 20 ans, elle n'avait produit qu'une fille survivante, la princesse Marie, et le roi était obsédé par l'idée d'une lignée masculine pour assurer la stabilité du trône Tudor. Le destin, ou peut-être une simple coïncidence, avait voulu qu'Anne soit présente à la cour, une fleur rare dont le parfum enivra le monarque. Henri VIII ne tarda pas à la courtiser avec une insistance royale. Les cadeaux affluaient, des bijoux étincelants, des soieries précieuses, des fourrures douces. Les lettres, rédigées de la main du roi, étaient passionnées, pleines de promesses et de désirs ardents. Chaque mot était une flamme, chaque ligne une tentative de la consumer. Mais Anne, qui avait vu l'éphémère destinée de sa propre sœur, Marie Boleyn, ancienne maîtresse royale reléguée à l'oubli une fois la passion du roi éteinte, elle n'était pas femme à se contenter du rôle de concubine. Ses expériences continentales lui avaient enseigné la valeur de la dignité et la fragilité des faveurs royales. Elle savait que l'amour du roi, aussi puissant fût-il, pouvait s'évanouir comme la rosée du matin. Une tension palpable commença à s'installer à la cour. L'air était électrique, imprégné du désir brûlant du roi et de la résistance calculée d'Anne. Elle refusait de céder, exigeant le mariage, la couronne, la position inattaquable de reine d'Angleterre. C'était un jeu dangereux, un pari audacieux. La cour observait, intriguée et effrayée, les prémices d'une révolution royale dont les conséquences étaient encore inimaginables. Les chuchotements se faisaient plus insistants, les regards plus lourds de sens. La fascination pour cette femme qui tenait tête au roi, mais aussi la peur de ce qu'une telle audace pourrait engendrer, se lisait sur tous les visages. Au fond d'elle, Anne était déchirée. L'attrait du pouvoir était immense, une promesse de grandeur qui la tirait inexorablement vers le trône. Mais la peur de la disgrâce, de la chute, de l'oubli, restait une compagne constante. Sa volonté de ne pas répéter les erreurs de sa sœur, de ne pas être une simple parenthèse dans la vie du roi, la poussait à exiger le prix le plus élevé. Elle jouait une partie d'échecs complexes, où chaque mouvement était lourd de conséquences. Elle ressentait à la fois l'excitation vertigineuse du jeu et l'énormité des enjeux, le poids du destin de tout un royaume reposant sur ses épaules. Sa détermination était inébranlable, son calcul stratégique précis. Elle ne serait pas une maîtresse, elle serait une reine. Le refus de Rome d'annuler le mariage d'Henri avec Catherine d'Aragon plongea l'Angleterre dans une crise sans précédent, celle que l'on allait bientôt nommer la « Grande Affaire ». Les années 1528 à 1532 furent une période de tempête politique et religieuse, où le destin d'Anne se lia inextricablement à celui de la nation. Henri VIII, pressé par son ardent désir d'épouser Anne et d'assurer une succession mâle légitime, s'engagea sur une voie de rupture progressive avec l'autorité papale. Les débats théologiques résonnaient dans les salles du Parlement, les pamphlets volaient de main en main, et les allégeances se divisaient. C'est dans ce tumulte que Thomas Cromwell, un homme d'une intelligence acérée et d'une détermination implacable, commença son ascension fulgurante. Ancien serviteur du cardinal Wolsey, il avait survécu à la chute de son maître et s'était hissé au rang de principal conseiller du roi. Cromwell, pragmatique et visionnaire, devint l'architecte de cette rupture, conseillant le roi sur la voie de la suprématie royale sur l'Église. Il voyait dans la crise matrimoniale d'Henri une opportunité de réformer le royaume en profondeur, de centraliser le pouvoir entre les mains du monarque. Anne, sans le vouloir entièrement, devint le catalyseur involontaire de la réforme anglaise. Son désir de mariage avec le roi était la mèche qui alluma la poudre.
L'ambiance à la cour était celle d'une nation à la croisée des chemins, déchirée entre la tradition catholique millénaire et le changement radical que le roi et ses conseillers, dont Anne, cherchaient à imposer. La cour était un foyer d'intrigues et de complots, où les alliances se faisaient et se défaisaient avec une rapidité déconcertante. Les partisans de Catherine d'Aragon et de la papauté s'opposaient farouchement aux réformateurs, et les enjeux étaient la vie, la mort, et le salut des âmes. Anne, bien que souvent anxieuse face à la magnitude des événements qu'elle avait déclenchés, se sentait investie d'une mission. La pression était immense, mais sa conviction grandissait. Elle s'était immergée dans les écrits réformateurs, discutant avec des érudits et des théologiens, et son esprit vif avait embrassé les nouvelles idées. Elle était déterminée à soutenir Henri dans sa quête, consciente que son propre destin, sa légitimité en tant que future reine, était inextricablement liée à celui de la Réforme. Elle avait misé sa vie sur cette rupture, et elle ne pouvait plus reculer. Chaque jour la rapprochait du trône, mais aussi de l'abîme. Finalement, après des années de lutte acharnée, d'intrigues complexes et de bouleversements religieux, le printemps 1532 apporta un tournant. Le roi Henri VIII, ayant rompu avec Rome et s'étant autoproclamé chef suprême de l'Église d'Angleterre, put enfin épouser Anne Boleyn. La cérémonie fut secrète, discrète, presque furtive, célébrée un froid matin de janvier 1533, dans l'intimité d'une chapelle du palais de Whitehall. Le silence des murs, témoin muet, contrastait avec le fracas qui avait provoqué cette union. Quelques mois plus tard, le mariage fut officialisé, et la nouvelle de la grossesse d'Anne, tenue secrète pendant un temps, fut annoncée. L'espoir d'un héritier mâle légitime, tant désiré par le roi, était immense, et semblait sceller la légitimité de la rupture avec Rome. Ce fut le moment de la consécration publique. En juin 1533, Anne fut couronnée reine d'Angleterre lors d'une cérémonie somptueuse à l'abbaye de Westminster. Les rues de Londres étaient pavées de fleurs, les tapisseries aux armes royales pendaient aux fenêtres, et les cloches sonnaient à toute volée. La procession, étincelante de velours, de soie et d'or, était grandiose, une démonstration de puissance et de légitimité. Pourtant, sous l'éclat de la royauté, des murmures de désapprobation parcouraient la foule. L'ombre de Catherine d'Aragon, toujours vivante et toujours considérée par beaucoup comme la seule reine légitime, planait sur les festivités. L'air était rempli d'une joie forcée pour certains, d'une anxiété sous-jacente pour d'autres. Le poids de la succession, la nécessité absolue de produire un fils, planait sur toutes les festivités, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de la nouvelle reine. Pour Anne, c'était un triomphe éphémère. Elle savourait sa victoire, le rêve de sa vie devenu réalité, la couronne lourde et froide sur sa tête. Mais la pression de la succession était déjà palpable, une angoisse sourde qui ne la quittait plus. La naissance d'une fille, Élisabeth, en septembre de la même année, fut une déception, un coup de froid sur l'enthousiasme général, et surtout sur le roi. Le visage d'Henri, d'abord illuminé par l'espoir, se figea un instant, puis un sourire forcé apparut. Anne, elle, affichait une détermination anxieuse. Elle était à la fois euphorique d'avoir atteint son objectif et terrifiée à l'idée de ne pas pouvoir le maintenir. Le poids des attentes royales était immense, écrasant. Elle était reine, mais son destin restait suspendu au fil ténu d'une promesse non encore tenue, celle de donner un fils à l'Angleterre. Elle sentait déjà le regard du monde peser sur son ventre, un regard lourd d'attente et de jugement. Les premières années du règne d'Anne, à peine couronnée, furent une danse délicate sur le fil du rasoir, chaque pas mesuré sous le regard inquisiteur de la cour et du royaume. Le poids de la couronne ne résidait pas seulement dans son or et ses gemmes, mais dans l'attente insoutenable d'un héritier mâle. Après la naissance d'Élisabeth, la joie forcée qui avait illuminé les visages royaux s'était dissipée comme la brume matinale. Le palais de Greenwich, autrefois vibrant des festivités du couronnement, semblait désormais résonner d'un silence plus lourd, d'une surveillance constante. Chaque geste d'Anne était scruté, chaque mot analysé, chaque robe jugée. Elle avait espéré que son influence sur la cour et sa ferveur pour la réforme seraient des boucliers suffisants. Anne s'investit avec passion dans les affaires religieuses, défendant les prédicateurs réformistes, lisant des textes interdits et cherchant à guider le roi vers une spiritualité plus pure, moins entachée par les rituels catholiques qu'elle jugeait obsolètes. Ses appartements étaient devenus un foyer des intellectuels, de réformateurs, de musiciens et des artistes. Elle y recevait des hommes comme Thomas Cranmer, l'archevêque de Canterbury, avec qui elle partageait une vision commune pour l'Église d'Angleterre. Ses conversations étaient animées, son esprit vif, son rire parfois un peu trop sonore pour les dames plus réservées de la cour. Mais son caractère indépendant, forgé dans les cours européennes et affûté par la lutte pour le trône, était à double tranchant. Ses manières, parfois brusques, son refus de se plier à toutes les conventions, son intelligence parfois perçue comme de l'arrogance, créaient des frictions. Elle n'était pas la reine docile et effacée que beaucoup attendaient. Henri, lui-même un homme de tempérament, avait d'abord été charmé par cette vivacité, mais la pression constante pour un fils commençait à éroder sa patience. Il avait brisé le monde pour elle, il s'attendait à la récompense suprême.
Et l'atmosphère était celle d'un règne fragile, constamment menacé par les factions rivales. Les partisans de Catherine d'Aragon, toujours vivante et cloîtrée à Kimbolton, et de la princesse Marie, sa fille, reléguée au rang de bâtarde, restaient une menace constante, des murmures insidieux qui se propageaient dans les couloirs du palais, amplifiés par les sermons des moines rebelles et les lettres secrètes envoyées au continent. Et l'opinion publique, en grande partie restée fidèle à la vieille reine, était souvent hostile à Anne, la surnommant « la putain du roi » ou « la concubine ». Les regards qu'elle croisait dans les rues de Londres lors de ses rares sorties étaient lourds de jugement, parfois même de haine ouverte. Dans les moments de solitude, Anne se tenait souvent à la fenêtre de ses appartements, regardant la Tamise s'écouler, sombre et indifférente. Elle sentait la joie du couronnement et s'être dissipée, remplacée par une atmosphère lourde de défis, une anxiété sourde qui ne la quittait plus. Elle luttait pour maintenir sa position, affichant une façade de force, une dignité royale impeccable, même lorsque son cœur était serré par la peur. Elle était profondément consciente des menaces qui pesaient sur elle, des yeux qui allaient pied, des langues qui la diffamaient. Elle se sentait de plus en plus isolée, malgré son statut, le cercle de ses véritables alliés se réduisant comme peau de chagrin. Le roi était son seul rempart, mais elle sentait déjà une fissure dans cette forteresse. L'année 1534 se déroula sous le signe d'une attente fiévreuse. Le ventre d'Anne était à nouveau rond, portant en lui l'espoir renouvelé d'un héritier. Chaque matin, en se levant, elle posait une main protectrice sur son abdomen, priant avec ferveur pour que cette fois-ci, le destin lui soit favorable. Les médecins de la cour, les dames d'honneur, tous scrutaient avec une attention quasi religieuse les moindres signes, les moindres changements. Henri, d'abord prudent, laissait transparaître une excitation grandissante. L'idée d'un fils, un Henri miniature pour perpétuer la dynastie Tudor, ravivait sa passion pour Anne. Mais la cour, elle, était une mer de chuchotements et de présages funestes. L'atmosphère était empreinte d'un désespoir latent, mêlé à une superstition omniprésente. Chaque échec de grossesse, chaque petite maladie, était interprété comme un signe divin, une malédiction lancée contre ce mariage jugé illégitime par tant. Les astrologues étaient consultés en secret, les prophéties sombres circulaient. On disait que le ciel n'approuvait pas la rupture avec Rome, que Dieu punissait le roi et sa nouvelle reine. Puis vint la catastrophe. Un matin d'été, alors que la chaleur accablait Londres, Anne ressentit des douleurs aiguës. La fausse couche fut brutale, une hémorragie qui emporta l'enfant avant même qu'il ne puisse être identifié. Un silence de mort s'abattit sur le palais. Ce n'était pas seulement la perte d'un enfant, c'était la perte d'une promesse, d'un espoir qui avait tenu le royaume en haleine. Henri VIII, déjà impatient et de plus en plus superstitieux, vit dans cet échec une confirmation de ses doutes latents. Leurs échecs reproductifs n'étaient-ils pas un signe divin que leur mariage n'était pas béni, qu'il était peut-être même un péché aux yeux de Dieu? L'impact sur Anne fut dévastateur. Allongée dans son lit, pâle et épuisée, elle sentait une vulnérabilité exposée, un sentiment d'échec cuisant. La douleur physique n'était rien comparée à la douleur morale. Elle avait non seulement perdu un enfant, mais elle avait aussi, elle le savait, déçu le roi. La peur de perdre sa position, de voir son monde s'écrouler, la submergeait. Elle se sentait impuissante face aux attentes implacables qui pesaient sur elle, face à la volonté d'un roi qui ne tolérait pas la défaite. Les rumeurs, d'abord timides, sur l'intérêt d'Henri pour d'autres femmes, notamment une certaine Jeanne Seymour, une dame d'honneur discrète et blonde, commencèrent à circuler avec plus d'insistance, comme des ombres furtives dans les recoins du palais. Anne les entendait, les sentait, et la peur se transformait en terreur froide. L'année 1535 fut une année charnière, une période où les murs de la fortune d'Anne commencèrent à s'effriter sous le poids des machinations et des ambitions. Les ennemis de la reine, tant à la cour qu'à l'étranger, virent dans ces échecs reproductifs non pas une tragédie personnelle, mais une opportunité inespérée de la renverser. Les catholiques, toujours nombreux et puissants, y voyaient la main de Dieu, une preuve que la « grande affaire » était une erreur, que Catherine d'Aragon était la seule reine légitime. Les diplomates impériaux, fidèles à Charles Quint, ne cessaient d'alimenter les rumeurs et les intrigues, espérant une restauration de Marie Tudor, la fille de Catherine. Au cœur de cette toile d'araignée politique se tenait Thomas Cromwell. L'homme, dont le regard perçant et le visage impassible cachaient un esprit aussi aiguisé qu'une lame de rasoir, avait gravi les échelons du pouvoir avec une rapidité déconcertante. De simple serviteur du cardinal Wolsey, il était devenu le principal conseiller du roi, le « conseiller de guerre » au sens large, gérant les affaires d'État, de la politique étrangère et militaire à la législation religieuse. Son pouvoir était immense, son influence inégalée. Initialement, Cromwell avait été un allié d'Anne, un architecte de sa montée au trône, car leurs intérêts avaient convergé dans la lutte contre Rome. Il avait vu en elle une championne de la réforme, une femme capable de pousser le roi vers les changements radicaux qu'il souhaitait. Mais avec le temps, leurs intérêts avaient commencé à diverger. Anne, avec son tempérament ardent, s'immisçait parfois dans les affaires d'État, défendant ses protégés, s'opposant à certaines politiques de Cromwell, notamment en matière de dissolution des monastères qui, selon elle, n'allaient pas assez loin ou étaient menées avec trop de brutalité.
Elle avait fait preuve d'une indépendance d'esprit que Cromwell, homme de contrôle et de pragmatisme, trouvait de plus en plus gênante. La cour était devenue un climat de méfiance et de machination politique. Chaque conversation était une potentielle trahison, chaque sourire un masque. C'était un nid de vipères où les ambitions personnelles se heurtaient aux intérêts de l'État, où les alliances se faisaient et se défaisaient au gré des vents du pouvoir. L'ombre de Cromwell s'allongeait sur le palais, son réseau d'informateurs s'étendant dans chaque recoin. Il observait de près la situation d'Anne, la perte de faveur royale, la déception du roi. Homme d'État avant tout, il était prêt à sacrifier quiconque, même la reine, si cela servait les intérêts du roi et de la stabilité du royaume. Anne sentait le sol se dérober sous ses pieds. Une paranoïa grandissante s'emparait d'elle. Elle percevait la menace croissante de ses ennemis, les murmures des courtisans, les regards fuyants de ceux qu'elle avait crus ses amis. Et surtout, elle sentait la distance de Cromwell, son ancien allié devenu une énigme menaçante. La lutte pour le contrôle était devenue une partie silencieuse mais féroce. Elle s'accrochait désespérément à son influence sur le roi, cherchant à le conseiller, à le charmer, à le retenir. Mais Henri, lui, se lassait. Il voulait un fils, et Anne ne lui en avait pas donné. La loyauté de Cromwell, elle, était sans faille envers le roi et son désir d'un héritier, quitte à trouver une nouvelle reine. Alors que l'automne de 1535 teintait les forêts anglaises de pourpre et d'or, une nouvelle ombre s'allongea sur la cour, plus insidieuse, plus personnelle que toutes les intrigues politiques. L'attention d'Henri VIII, déjà vacillante, se tourna de plus en plus vers Jeanne Seymour. Elle était l'antithèse d'Anne, discrète, blonde et pâle, d'une modestie et d'une apparente soumission qui contrastaient violemment avec le tempérament vif et l'esprit rebelle de la reine. Jeanne était une dame d'honneur d'Anne, et sa présence constante dans l'entourage royal rendait la situation d'autant plus insupportable pour la reine. Henri, avec la même insistance qui avait marqué sa cour à Anne, commença à courtiser Jeanne ouvertement. Les cadeaux affluaient, non plus à Anne, mais à cette nouvelle favorite. Des lettres passionnées, des pièces de monnaie en or, des petits bijoux. Ces marques d'affection, autrefois réservées à la reine, étaient désormais détournées, et chaque présent à Jeanne était une offense directe à Anne. Le roi allait même jusqu'à la placer dans des appartements plus proches des siens, une provocation à peine voilée. C'était un spectacle public, une humiliation quotidienne. L'atmosphère de la cour devint lourde d'un malaise palpable, d'un pressentiment sinistre. Chacun observait le nouvel intérêt du roi avec une curiosité mêlée d'appréhension. Les courtisans, experts en décryptage des humeurs royales, savaient que ce n'était pas un simple caprice passager. L'air était chargé de non-dits, de regards furtifs échangés, de chuchotements étouffés derrière les mains gantées. La menace imminente d'un nouveau drame royal planait sur Whitehall, rappelant à tout le sort de Catherine d'Aragon. Anne, elle, était parfaitement consciente de cette nouvelle rivalité, qui réveillait en elle des échos douloureux de son propre passé. Elle avait été la Jeanne Seymour de Catherine, la jeune femme qui avait captivé le roi et renversé l'ordre établi. Maintenant, l'histoire semblait se répéter, et elle était dans le rôle de la reine délaissée, la Catherine d'Aragon de sa propre tragédie. La jalousie l'envahissait, une jalousie amère et corrosive qui rongeait son cœur. Elle était rongée par l'angoisse de voir son histoire se répéter, mais cette fois-ci, elle en serait la victime. La peur existentielle la submergeait. Son statut, sa légitimité, la vie de sa fille Élisabeth, tout était lié à sa position de reine. Elle se sentait trahie par Henri, l'homme pour qui elle avait tout risqué, et menacée dans son statut même. L'horreur de la situation, l'inéluctabilité apparente de sa chute, la submergeait. Elle tentait de dissimuler sa détresse derrière un masque de fierté, mais ses nuits étaient hantées par des cauchemars et son appétit s'évanouissait. Elle se sentait prise au piège d'un destin qu'elle avait elle-même contribué à forger, et elle ne voyait aucune issue. Le nouvel an de 1536 s'ouvrit sur une atmosphère glaciale, tant météorologique qu'émotionnelle, qui enveloppa la cour d'Angleterre. Les festivités habituelles, les banquets somptueux et les masques joyeux, étaient empreints d'une tension palpable, d'un froid qui pénétrait les os et les cœurs. Entre Henri et Anne, le fossé était devenu un abîme. Leurs interactions étaient devenues rares, formelles, empreintes d'une courtoisie forcée qui dissimulait mal le rejet du roi et l'angoisse de la reine. Les sourires étaient des grimaces, les regards des lames. Puis, en janvier de la même année, une nouvelle se répandit à travers le royaume, apportant un soulagement pour certains, une nouvelle menace pour d'autres. Catherine d'Aragon était morte. Cloîtrée et malade depuis des années, elle avait finalement rendu son dernier souffle à Kimbolton. Pour Henri, cette mort, bien que ne changeant rien à la légalité de son mariage avec Anne du point de vue de l'Église d'Angleterre, levait un obstacle moral et émotionnel considérable. La première reine était partie, ne laissant derrière elle que son fantôme et le souvenir douloureux d'une union brisée. Henri était désormais libre de tout scrupule, de toute pitié. Cette libération, ironiquement, ne fit qu'accélérer sa décision de se débarrasser d'Anne. Il n'y avait plus de « bonne » reine à laquelle se comparer, plus de raisons de maintenir une union qui ne lui donnait pas ce qu'il désirait le plus. Peu après la mort de Catherine, le destin frappa une fois de plus Anne. Elle fit une autre fausse couche, perdant un enfant mâle cette fois-ci.
Ce fut le coup de grâce. L'espoir s'éteignit brutalement, remplacé par une certitude sinistre. Pour le roi, c'était la preuve irréfutable que leur mariage était maudit, qu'Anne était incapable de lui donner un héritier mâle viable. Les larmes d'Anne, son désespoir, ne touchèrent plus le roi. Son cœur s'était endurci, son regard s'était tourné vers une autre. L'air était lourd de pressentiments de catastrophe imminente, et la fatalité pesait sur chaque interaction, chaque silence. L'atmosphère glaciale du début de l'année s'était transformée en un froid implacable, annonciateur de la fin. Pour Thomas Cromwell, cette succession d'événements était une aubaine. La mort de Catherine et la fausse couche d'Anne scellaient le destin de la reine aux yeux du roi. Cromwell, toujours pragmatique et soucieux de la stabilité du royaume, commença à envisager activement l'élimination d'Anne. Il ne s'agissait plus de simples divergences d'intérêts, mais d'une nécessité politique. Le roi voulait une nouvelle reine, un nouvel héritier. Il fallait faire place nette. Anne, épuisée et brisée par la perte de son fils et le rejet du roi, sombra dans un désespoir profond. Elle percevait l'inéluctabilité de sa chute. Chaque jour qui passait la rapprochait de l'abîme. Elle était prise au piège, consciente que le temps lui était compté, que les forces en jeu étaient trop puissantes pour qu'elle puisse lutter. Les échos des prophéties sombres, des rumeurs de sorcellerie qui avaient commencé à circuler à son sujet, résonnaient dans son esprit. Elle avait tout donné pour cette couronne, et elle sentait qu'elle était sur le point de tout perdre. Le monde qu'elle avait bâti avec tant d'audace et de détermination était sur le point de s'effondrer, et elle se tenait, impuissante, au bord du gouffre. Avril 1536, elle s'étira sur elle Angleterre comme une chape de plomb, lourde de promesses funestes et de murmures glaçants. La mort de Catherine des Aragon avait libéré Henri VIII d'un fardeau moral, mais loin d'adoucir son humeur, elle avait aiguisé sa détermination. Il était désormais un homme libre, sans entrave, et son regard, jadis ardent pour Anne, était devenu une lame froide pointée vers elle. Jeanne Seymour, la blonde et docile dame des honneurs, était devenue elle l'objet de toutes ses attentions, la réincarnation de la vertu qu'il prétendait désirer. Henri ne cachait plus son intention d'annuler son mariage avec Anne, de la répudier comme il avait répudié Catherine, pour épouser cette nouvelle favorite qui, il l'espérait, lui donnerait enfin le fils tant attendu. Dans l'ombre grandissante de cette volonté royale, Thomas Cromwell, le principal ministre du roi, se mouvait avec une efficacité redoutable. Le « conseiller de guerre », comme on l'appelait, non seulement pour sa gestion des affaires militaires et étrangères, mais aussi pour sa capacité à mener des campagnes politiques internes avec la même rigueur stratégique, avait longtemps été un allié des Han. Leurs intérêts avaient convergé dans la brisure avec Rome, dans l'établissement de la suprématie royale. Mais Anne, avec son esprit vif et son indépendance, avait commencé à gêner Cromwell. Elle s'immisçait dans la politique, défendait des causes qui n'étaient pas les siennes, et son tempérament ardent contrastait avec la prudence calculatrice du ministre. La fausse couche d'Anne, la mort de Catherine, et l'impatience croissante du roi avaient créé une opportunité que Cromwell, pragmatique et impitoyable, ne pouvait ignorer. L'élimination d'Anne n'était plus une question personnelle, mais une nécessité politique pour la stabilité du royaume et la consolidation de son propre pouvoir. Une atmosphère de complot et de paranoïa s'installa à la cour. Les murs de Whitehall, jadis témoins de tant de festivités et de drames, semblaient désormais respirer la trahison. Les murmures, des abords inaudibles, se transformèrent en rumeurs plus insistantes, puis en accusations ciblées. Les agents de Cromwell, des hommes aux visages anonymes et aux regards perçants, se mirent au travail, tissant une toile invisible mais mortelle autour de la reine. Ils recueillaient des informations, interrogeaient des serviteurs, interprétaient des gestes innocents comme des signes de culpabilité. La moindre familiarité, le plus petit mot échangé, pouvait être déformé, transformé en preuve d'une liaison coupable. Les sourires à la cour cachaient des arrière-pensées, les conversations étaient pleines de sous-entendus, et chaque interaction était une potentielle trahison. Anne, bien que consciente de la tension croissante, ne put saisir l'ampleur de la conspiration qui se tissait autour d'elle. Elle sentait le froid du rejet du roi, et l'isolement grandissant. Les dames des honneurs, autrefois ses confidentes, se faisaient plus distantes, leurs regards fuyants. Les gentilshommes de la chambre privée, ses amis et alliés, se taisaient à son approche, leurs visages se figeant. Elle tentait de comprendre, de saisir les fils de cette intrigue, mais tout était vague, nébuleux, terrifiant. Son esprit vif, habitué à démêler les complexités de la politique européenne, se heurtait à un mur de silence et de fausses apparences. Dans ses appartements, Anne oscillait entre fureur et désespoir. Comment Henri pouvait-il la trahir ainsi ? Elle qui avait tout sacrifié, qui avait porté le poids de la réforme, qui lui avait donné une fille brillante. Il ne peut pas faire ça, murmurait-elle à sa dame des honneurs, Lady Worcester, qui détournait le regard, incapable de la rassurer. Il ne peut pas me rejeter après tout ce que nous avons traversé. Mais au fond d'elle, une voix glaciale lui rappelait la destinée de Catherine, le sort des femmes qui n'avaient plus la faveur du roi. Elle se sentait piégée par des forces invisibles et inarrêtables, comme un oiseau pris dans un filet dont les mailles se resserraient inexorablement. L'air qu'elle respirait était lourd de cette angoisse.
empreint de l'odeur du désespoir et du parfum des fleurs fanées que ses domestiques continuaient d'apporter, comme pour maintenir une illusion de normalité. Les ombres dansaient dans les coins de sa chambre, et chaque craquement du parquet semblait annoncer une calamité. Cromwell, lui, ne laissait aucune place à l'émotion. Assis à son bureau, éclairé par la lueur vacillante d'une bougie, il examinait les rapports, les témoignages, les rumeurs. Son visage, impassible, ne trahissait aucune hésitation. Il avait besoin de preuves, de faits, même fabriqués, pour légitimer la chute de la reine. Les accusations devaient être graves, irréfutables aux yeux de la loi, même si la justice était un outil au service du pouvoir. Il s'agissait de haute trahison, des adultères, de complots contre la vie du roi. Des crimes qui justifieraient l'élimination d'Anne et de son entourage, ouvrant la voie à Jeanne Seymour et à un nouvel espoir des héritiers mâles. Le destin d'Anne était scellé, non par le manque d'amour d'Henri, mais par la froide logique d'un homme d'État. Le 24 avril, une commission secrète fut établie, son existence même un présage funeste pour Anne et ses alliés. Ses membres, des hommes choisis pour leur loyauté envers le roi et leur obéissance à Cromwell, avaient pour mission d'enquêter sur les allégations de trahison et d'adultère. Les premiers signes visibles de la conspiration firent surface, non pas comme des murmures, mais comme des coups de marteau sur la porte de la reine. Le 30 avril, le premier coup tomba. Mark Smeaton, un musicien de la cour, d'extraction modeste mais dont le talent aux luttes avait souvent charmé Anne, fut arrêté. Il fut emmené dans les sombres cellules de la Tour de Londres, où la torture était une méthode éprouvée pour extraire des confessions. Les murs épais de la tour étouffaient les cris, mais l'écho de la violence résonnait dans les couloirs du palais. Sous la pression insoutenable, Smeaton avoua une liaison avec la reine. Son témoignage, arraché dans la douleur et la peur, était la première pierre de l'édifice d'accusation. La nouvelle de l'arrestation et de la confession de Smeaton se répandit comme une traînée de poudre. C'était une descente aux enfers brutale et terrifiante pour la cour, un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé d'orage. Puis, les arrestations s'enchaînèrent avec une rapidité glaçante. Sir Henry Norris, un gentilhomme de la chambre privée, ami proche du roi, un homme respecté et aimé, fut le suivant. Puis Sir Francis Weston, un autre homme du cercle intime d'Henri, suivi de William Brereton. Tous étaient des hommes de confiance, des visages familiers, des compagnons de chasse et de festin du roi. Les accusations? Adultère avec la reine. L'incrédulité se mêla à la terreur. Personne ne croyait réellement à ces liaisons, mais la machine était lancée, et elle écrasait tout sur son passage. Le coup le plus cruel, le plus dévastateur, frappa Anne le 1er mai, jour des festivités traditionnelles. Ce matin-là, ce fut George Boleyn, son propre frère, le vicomte Rochford, qui fut arrêté. Un homme d'esprit, un diplomate accompli, un frère aimant et loyal. L'accusation portée contre lui était d'inceste avec la reine, en plus de haute trahison. L'horreur des charges était telle qu'elle dépassait l'entendement. C'était une souillure, une infamie jetée non seulement sur Anne, mais sur toute sa famille, une tentative de la déshumaniser, de la rendre monstrueuse aux yeux du monde. Anne, dans ses appartements, fut saisie d'une horreur glaciale. Elle avait entendu les rumeurs, les arrestations, mais l'inceste avec George. C'était impensable, une abomination. Elle refusa d'y croire. Elle se sentait assaillie de toutes parts, son monde s'écroulant autour d'elle. Elle pleura, hurla, mais ses larmes et ses cris restaient confinés au mur de sa chambre. Le 2 mai, l'inévitable se produisit. Au matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner, elle fut informée qu'elle devait comparaître devant le conseil privé. À son arrivée, elle fut accueillie non par des amis, mais par des visages graves et accusateurs. Le duc de Norfolk, son propre oncle, fut le premier à l'interroger, son regard froid et distant. Les accusations lui furent lues: trahison, adultère, inceste, complot. Anne nia tout avec une ferveur désespérée, sa voix tremblante mais ferme. Elle jura sur sa vie qu'elle était innocente. Mais ses paroles tombèrent dans le vide. Peu après, elle fut escortée, non pas vers ses appartements, mais vers une barge sombre qui l'attendait sur la Tamise. Le ciel était gris, le vent froid. Les clapotis de l'eau contre la coque résonnaient comme des tambours funèbres. La foule, massée sur les rives, observait en silence, un silence lourd de peur et de curiosité morbide. Les regards qu'elle croisait étaient un mélange de pitié, de haine et de curiosité. Elle fut conduite à la Tour de Londres. Le passage sous la Traitors Gate, la porte des traîtres, fut un moment d'une symbolique cruelle. Cette porte, par laquelle seuls les prisonniers entraient, se referma derrière elle avec un bruit sourd et définitif, scellant son destin. À l'intérieur de la tour, l'air était humide, froid, imprégné de l'odeur de la pierre ancienne et du désespoir. Elle fut emprisonnée dans les mêmes appartements royaux qu'elle avait occupés avant son couronnement, un rappel cruel de son ascension et de sa chute. La terreur l'envahit. Elle n'était plus la reine puissante, mais une prisonnière, seule face à un destin inéluctable. Elle s'accrocha au barreau de sa fenêtre, regardant le ciel lointain, se demandant comment son monde avait pu s'effondrer si vite, si brutalement. La trahison de son entourage, la lâcheté de ceux qui l'avaient courtisée, la cruauté d'Henri, tout cela la submergeait. Elle était horrifiée, incrédule, mais surtout, terrifiée.
Les jours qui suivirent furent une parodie de justice, une mise en scène macabre dont le verdict était connu d'avance. Les procès des accusés se déroulèrent avec une célérité effrayante, transformant la salle de Westminster Hall en un théâtre de l'infamie. Les murs de pierre massifs, qui avaient vu tant de rois et de reines, semblaient absorber les cris et les murmures, les transformant en un silence oppressant. Les torches vacillantes projetaient des ombres dansantes, ajoutant à l'atmosphère sinistre. Mark Smeaton, le musicien, fut le premier à être jugé. Son visage était tuméfié, ses yeux cernés, son corps brisé par la torture. Il fut le seul à avouer publiquement sa liaison avec la reine, une confession extorquée sous la douleur, sans doute une tentative désespérée de sauver sa propre vie, ou du moins d'abréger ses souffrances. Sa voix était faible, à peine audible, mais ses mots résonnaient comme une condamnation à mort pour Anne. Les autres gentilshommes Sir Henry Norris, Sir Francis Weston, William Brereton maintinrent leur innocence avec une dignité remarquable. Ils refusèrent de trahir leur reine, même sous la menace de la mort. Leur voix, ferme et claire, résonnait dans la salle, défiant la mascarade judiciaire. Mais leurs paroles ne servirent à rien. Les juges, sous la pression de Cromwell et du roi, les déclarèrent coupables. Le 15 mai, ce fut le tour de George Boleyn, le vicomte Rochford. George, un homme d'une intelligence et d'une éloquence reconnue, se défendit avec une habileté impressionnante. Il réfuta point par point les accusations d'inceste et de trahison, démontrant l'absurdité des preuves et la malice des témoins. Son discours fut si puissant, si logique, qu'il ébranla même certains des juges. Il dénonça la calomnie, l'infamie jetée sur sa sœur et sur lui-même. Mais sa brillante défense fut vaine. Le verdict était déjà écrit. Les jurés, terrifiés par les conséquences d'un acquittement, le déclarèrent coupable de haute trahison. L'onde de choc de sa condamnation traversa la salle, atteignant Anne dans sa cellule, même si elle n'était pas présente. Elle sentait la corde se resserrer autour de son cou. Quelques heures plus tard, le même jour, Anne Boleyn fut amenée devant un tribunal de ses pairs, un tribunal de 26 nobles présidé par son oncle, le duc de Norfolk. La scène était d'une cruauté inouïe. Son propre oncle, qui aurait dû la protéger, était là pour la condamner. Anne fit son entrée, pâle mais d'une dignité royale inébranlable. Sa robe était simple, mais son maintien fier, ses yeux sombres défiant l'assemblée. Elle n'avait pas perdu son esprit, ni sa force intérieure. Les accusations furent lues à voix haute, une litanie d'horreur, adultère avec Mark Smeaton, Sir Henry Norris, Sir Francis Weston, William Brereton, et, l'accusation la plus ignoble, inceste avec son propre frère George. On l'accusa également de conspiration contre la vie du roi, de complot pour le tuer afin d'épouser l'un de ses amants. Les preuves présentées étaient minces, basées sur des rumeurs, des oui-dire, et la confession extorquée de Smeaton. Il n'y avait aucune preuve concrète, aucune trace écrite, aucun témoin fiable. C'était une façade, une mise en scène macabre pour légitimer une décision déjà prise dans les couloirs du pouvoir. Anne, malgré le choc et la terreur, trouva une force surhumaine pour se défendre. Sa voix, claire et ferme, résonna dans le silence oppressant de la salle. Elle nia toutes les accusations avec véhémence, réfutant chaque point avec une logique implacable. Elle rappela sa loyauté envers le roi, son amour pour sa fille. Elle souligna l'absurdité des charges, l'impossibilité de ses liaisons, la nature odieuse de l'accusation d'inceste. Son éloquence était telle qu'elle impressionna même ses juges, forcés d'admirer son courage face à l'injustice. Elle parla de la calomnie, de la jalousie, des ennemis qui avaient conspiré pour sa perte. Son visage était un mélange de défi et d'indignation profonde. Comment pouvait-il croire à de telles infamies? Mais tout fut inutile. La sentence était inéluctable. Après une brève délibération, le verdict tomba, lourd et définitif, coupable. Coupable de trahison, coupable d'inceste, coupable d'adultère. La peine fut prononcée, elle serait soit brûlée vive, soit décapitée, selon le bon vouloir du roi. Anne écouta, les yeux fixés sur son oncle, le duc de Norfolk, qui prononça sa condamnation avec une froideur effrayante. Son cœur se serra d'une douleur insupportable, mais elle refusa de montrer sa faiblesse. Elle avait lutté jusqu'au bout, avec toute la dignité qu'une reine pouvait rassembler. Elle était vaincue, mais pas brisée. L'injustice était flagrante, la cruauté immense, et le silence des témoins intimidés, des courtisans terrifiés, pesait plus lourd que toutes les accusations. Elle savait que son destin était scellé, mais elle emporterait avec elle la conviction de son innocence. Le dernier acte de cette tragédie royale était sur le point de se jouer. La sentence était tombée, lourde et irrévocable, résonnant encore dans les pierres froides de la tour de Londres. Anne Boleyn, reine d'Angleterre, était coupable. Coupable de trahison, des incestes, des adultères. Le verdict, prononcé par son propre oncle, le duc de Norfolk, avait été une formalité, une cruelle mascarade. Pourtant, même face à El Abîme, Anne avait trouvé une force insoupçonnée, une dignité défiante qui avait ébranlé les plus cyniques des observateurs. Elle avait refusé de s'effondrer, de laisser ses ennemis jouir de ses larmes. Elle avait lutté avec une éloquence désespérée, mais vaine. Son destin était scellé. Les jours qui suivirent le jugement furent un brouillard de silence et d'attente.
La reine déchue était confinée dans ses appartements de la tour, les mêmes où elle avait résidé avant son couronnement, un cruel rappel de sa gloire éphémère. Chaque aube apportait avec elle l'angoisse de l'instant final. Le roi, dans sa miséricorde calculée, avait commué la peine de bûcher en décapitation, et avait même accordé l'honneur d'un épéiste français, réputé pour sa rapidité et son efficacité, plutôt que la hache anglaise, plus brutale. Un geste de pitié, ou plutôt une ultime démonstration de son pouvoir absolu. Le matin du 19 mai 1536 se leva sur Londres, enveloppant la ville dans une brume légère et un froid piquant. L'air était humide, imprégné de l'odeur de la Tamise et d'un parfum de fatalité. Dans l'enceinte de la tour, sur la pelouse verdoyante de Tower Green, un échafaud de bois sombre avait été érigé pendant la nuit. Il se dressait, sinistre et nu, sous un ciel pâle, son bois neuf contrastant avec les vieilles pierres de la forteresse. Autour, une foule restreinte mais significative s'était rassemblée. Les hauts dignitaires du royaume, des membres du conseil privé, quelques nobles triés sur le volet, et les gardes de la tour, leurs hallebardes immobiles. Pas de populace hurlante, pas de cacophonie. Un silence de recueillement forcé, lourd et une curiosité morbide et une appréhension partagée, planait sur l'assemblée. C'était une scène à la fois publique et intime, un spectacle macabre réservé à ceux qui détenaient le pouvoir, ou qui en étaient les témoins contraints. Dans ses appartements, Anne se préparait. Elle avait choisi une robe de damas gris foncé, presque noire, bordée des hermines, un choix sobre mais digne d'une reine. Ses cheveux, d'un noir profond, étaient relevés et recouverts d'une coiffe simple, laissant son cou d'une pâleur immaculée à découvert. Ses mains, autrefois si agiles sur le luth, tremblaient à peine tandis qu'elle ajustait les derniers plis de sa robe. Elle avait passé la nuit à prier, à se confesser, à trouver une paix intérieure dans sa foi. La terreur des premiers jours s'était muée en une sérénité résignée, une acceptation stoïque de elle inéluctable. Elle savait qu'elle mourrait innocente des crimes qu'on lui imputait, et cette conviction inébranlable était son ultime rempart. Elle prit une profonde inspiration, sentant l'odeur de l'encens qui s'attardait dans la pièce, un dernier souffle de spiritualité avant la fin. Puis, elle fut escortée. Les pas résonnaient dans les couloirs froids, chaque écho semblant un battement de tambour vers sa destinée. Le soleil commençait à percer la brume, jetant des rayons argentés sur les murs de pierre. Lorsqu'elle apparut sur la pelouse, un léger frisson parcourut la foule. Elle était pâle, certes, mais son maintien était d'une dignité royale, presque défiante. Ses yeux sombres, qui avaient jadis enflammé le cœur d'un roi, balayèrent l'assemblée, ne s'arrêtant sur aucun visage en particulier, comme si elle regardait au-delà de cette mascarade, vers un horizon plus lointain. Elle monta les quelques marches de l'échafaud avec une grâce étonnante, comme si elle montait sur un trône. Le bourreau français se tenait là, son visage masqué par une cagoule sombre, son épée scintillante à ses côtés. Anne le salua d'un léger hochement de tête. Puis, elle se tourna vers la foule. Sa voix, claire et posée, résonna dans le silence tendu. « Bon peuple chrétien, commença-t-elle, je suis venu ici pour mourir, et selon la loi, et par la loi je suis jugé à mourir, et par conséquent je ne dirai rien contre elle. Je suis ici pour accuser personne, ni pour parler de ce dont je suis accusé, mais je prie Dieu de sauver le roi et la reine de ce royaume dans un long règne sur vous. Car jamais prince n'eut femme plus soumise et obéissante en toutes choses que j'y ai été à sa majesté. Et s'il y a quelqu'un qui veut juger de ma cause, je prie Dieu de le juger. » Chaque mot était choisi avec soin, un mélange subtil d'acceptation et de non-confession. Elle ne s'accusait pas, ne confessait aucune culpabilité, mais elle ne dénonçait pas non plus ses bourreaux, protégeant ainsi la mémoire de sa fille, Élisabeth, et évitant de provoquer davantage la colère du roi. Elle priait pour Henri, pour Jeanne Seymour, pour la stabilité du royaume, un acte de piété et de prudence. Elle retira son collier, puis ses manches, découvrant son cou. Elle se fit bander les yeux avec un linge de soie blanche, ses dernières pensées s'envolant vers sa petite Élisabeth, qu'elle ne reverrait jamais. Alors qu'elle s'agenouillait, la tête posée sur le billot, elle murmura une dernière prière, le Pater Noster, à Jésus-Christ je confie mon âme. Seigneur Jésus, reçois mon âme. Le silence était total, écrasant. On n'entendait que le souffle du vent dans les arbres et le lointain cri d'une mouette. Elle, épéiste, avec un mouvement et une rapidité fulgurante et une précision chirurgicale, brandit son arme. Un éclair d'acier, un son sec, et la tête d'Anne Boleyn roula sur l'échafaud, frappant le bois avec un bruit mat. Le corps, un instant, resta figé, puis elle s'effondra. Le sang, d'un rouge sombre, se répandit sur le bois, maculant le tissu blanc. La vie s'était éteinte en un instant. Un soupir collectif parcourut la foule, un mélange de choc et de soulagement. La scène était d'une brutalité inévitable, mais aussi d'une dignité froide. Les gardes s'avancèrent, couvrant le corps sans vider un drap. La tête fut placée dans un sac de toile, et le tout fut emporté. Anne Boleyn, reine d'Angleterre, avait cessé d'exister. Elle fut enterrée à la hâte, sans cercueil, dans une fosse commune de la chapelle royale de Saint-Peter ad Vincula, à quelques pas de l'échafaud. Son règne, son mariage, sa vie,
tout avait été effacé avec la même rapidité que l'éclair de l'épée. À peine le sang d'Ean Boleyn avait-il séché sur Tower Green que la cour de Whitehall s'agitait déjà dans une frénésie indécente. L'atmosphère, encore imprégnée du parfum métallique de la mort, fut rapidement balayée par l'empressement du roi. Le lendemain même de l'exécution, le 20 mai, Henri VIII épousa Jeanne Seymour. Ce fut une cérémonie discrète, presque furtive, célébrée dans l'intimité des appartements royaux, comme si le roi cherchait à effacer toute trace de la tragédie précédente. Mais la rapidité de l'union était un témoignage éloquent de la planification méticuleuse de Cromwell et de l'impitoyable détermination d'Henri. Le remplacement était déjà là, frais et prêt à accomplir le devoir qu'Ewan n'avait pu remplir. La cour était divisée, tiraillée entre le soulagement et le choc, l'opportunisme et un malaise palpable. Pour beaucoup, la chute d'Anne était une délivrance. Les partisans de Catherine d'Aragon, ceux qui avaient souffert sous le règne de la concubine, respiraient enfin. Les catholiques, persécutés sous l'influence d'Anne, espéraient un retour à l'ancienne foi, une réconciliation avec Rome, un espoir vain. Mais pour des autres, la brutalité et la rapidité de l'exécution, suivie d'un mariage aussi précipité, laissaient un goût amer. Les courtisans, maîtres dans l'art de l'adaptation, félicitaient la nouvelle reine avec des sourires forcés, leurs yeux fuyants trahissant une certaine appréhension. Qui serait la prochaine ? Quelle femme pourrait satisfaire les désirs d'un roi aussi impitoyable ? Pour Henri, ce mariage n'était pas une affaire de cœur, mais une nécessité dynastique. Son visage, bien que marqué par l'âge et les soucis, affichait un soulagement froid. Il avait obtenu ce qu'il voulait, une nouvelle chance d'avoir un fils. Sa détermination pragmatique, elle avait emporté sur toute considération morale ou sentimentale. Il avait brisé le monde pour Anne, elle avait brisé elle aussi pour Jeanne. L'obsession de l'héritier était sa seule boussole, et il était prêt à tout sacrifier sur l'autel de cette quête. Quant à Jeanne Seymour, son triomphe était teinté d'une appréhension certaine. Elle était désormais reine, mais le prix de cette couronne était inscrit dans le sang de sa prédécesseur. Sa modestie et son apparente soumission, si chère à Henri, cachaient-elles une peur latente ? Elle était consciente du sort de Catherine et d'Anne, et le poids des attentes royales, l'impératif de donner un fils, devait peser lourd sur ses épaules. Elle devait être l'antithèse d'Anne, la reine vertueuse, docile et fertile. Mais l'ombre d'Anne et de Catherine planerait longtemps sur son règne. L'atmosphère de la cour était celle d'un cynisme généralisé, d'un soulagement mêlé de malaise, où chacun savait que la vie humaine était peu de choses face à la volonté d'un roi. La purge ne s'arrêta pas à Anne Boleyn. Dans les jours qui suivirent son exécution, la machine judiciaire de Cromwell continua de broyer ceux qui avaient été accusés à ses côtés. Le 17 mai, 2 jours avant Anne, son frère, George Boleyn, vicomte Rochford, fut exécuté sur Tower Hill en compagnie de Sir Henry Norris, Sir Francis Weston et William Brereton. Mark Smeaton, le musicien, fut également pendu, traîné et écartelé, la peine habituelle pour trahison. George, malgré sa défense éloquente, et les autres gentilshommes, malgré leur innocence proclamée, tombèrent sous le couperet. Leurs têtes, fichées sur des pics, furent exposées au public, un avertissement macabre à quiconque oserait défier le roi. La cour observait cette purge impitoyable avec une terreur silencieuse. L'air était purifié par la violence, et un nouvel ordre était établi, fondé sur la peur et la soumission absolue au pouvoir royal. Leurs familles furent déshonorées, leurs biens confisqués. Lady Rochford, Jane Parker, épouse de George, dont le témoignage ambigu avait contribué à la chute d'Anne et de son propre mari, survécut à cette première vague, mais son rôle dans cette tragédie la hanterait, et elle finirait elle aussi par monter sur l'échafaud quelques années plus tard, impliquée dans un autre complot royal. Les enfants de ces drames royaux ne furent pas épargnés par les conséquences. Élisabeth, la fille d'Anne et d'Henri, alors âgée de 2 ans et demi, fut déclarée bâtarde par la loi parlementaire, tout comme sa demi-sœur Marie. Retirée de la succession, elle fut éloignée de la cour, reléguée à la campagne, loin des fastes royaux, sous la garde de gouvernantes. Son avenir était incertain, son statut précaire. Elle n'était plus princesse, mais simple Lady Elizabeth, une enfant sans mère et sans légitimité, portant le stigmate du déshonneur de sa génitrice. La solitude et l'incertitude devinrent ses compagnes. Cependant, avec la résilience propre à son jeune âge et l'intelligence qu'elle avait héritée de sa mère, elle commencerait, au fil des ans, à forger son propre destin, observant et apprenant dans l'ombre. Marie Tudor, la fille de Catherine d'Aragon, connut un sort différent. Après des années de persécution et de déshonneur, elle fut réintégrée dans la succession, mais à un prix. Elle fut contrainte de reconnaître la suprématie royale du roi sur l'Église et de déclarer son propre mariage comme illégitime. Ce fut un mélange de soulagement et d'amertume pour la jeune femme, qui avait toujours refusé de renier sa mère et sa foi. Elle retrouva sa place à la cour, mais avec une cicatrice invisible, une méfiance envers le pouvoir royal qui ne la quitterait jamais et influencerait profondément son règne futur.
La stabilité du trône, tant recherchée par Henri, fut ainsi assurée au prix de nombreuses vies, de cœurs brisés et d'une rupture religieuse profonde qui allait redéfinir l'Angleterre pour les siècles à venir. Au milieu de ce tourbillon de sang et de couronne, Thomas Cromwell, l'architecte de la chute des ânes, continua d'exercer une influence majeure sur le roi et la politique anglaise. Son pouvoir, déjà immense, fut consolidé. Il avait prouvé sa loyauté inébranlable envers Henri, sa capacité à résoudre les problèmes les plus épineux avec une efficacité redoutable, même si cela impliquait d'éliminer une reine. Il était l'homme de fer du régime, le maître des œuvres de la réforme, le cerveau derrière la consolidation du pouvoir royal. Il démantela les derniers bastions de l'Église catholique, dissolvant les monastères et s'appropriant leurs richesses pour les caisses royales. Il renforça l'administration centrale, modernisa la bureaucratie, et établit les fondations d'une Angleterre plus forte, plus unie, sous l'autorité incontestée du monarque. L'atmosphère du royaume était celle d'une ère de consolidation du pouvoir, mais aussi de surveillance et de répression. Les espions de Cromwell étaient partout, écoutant les murmures, dénonçant les dissidents. La peur des représailles royales planait sur chaque conversation, chaque assemblée. Le roi, toujours obsédé par l'héritier, faisait confiance à Cromwell pour maintenir l'ordre et assurer la légitimité de sa nouvelle union. La satisfaction calculatrice de Cromwell était palpable. Il avait réussi à naviguer dans les eaux dangereuses de la cour, à servir son roi avec une loyauté sans faille, et à forger l'Angleterre selon sa vision. Sa détermination froide était un moteur implacable. Cependant, même l'homme le plus puissant après le roi n'était pas invulnérable. La faveur royale était un vent changeant, et les ennemis attendaient leur heure. La chute des ânes avait ouvert la voie à Cromwell, mais son propre destin serait scellé quelques années plus tard, victime de la même impitoyabilité qu'il avait si habilement maniée. Mais pour l'instant, il était au sommet de sa puissance, le maître des œuvres d'une révolution qui avait coûté des vies, mais qui, selon lui, avait assuré la stabilité du trône Tudor et l'avenir de l'Angleterre. Le destin d'Anne Boleyn, cette jeune femme ambitieuse et cultivée venue du continent, devint au fil des siècles un symbole complexe, un miroir aux multiples facettes reflétant les passions et les préjugés de chaque époque. Pour certains, elle fut une martyre protestante, une femme de conviction qui paya de sa vie son soutien à la réforme et sa résistance à l'Église de Rome. Les chroniqueurs protestants la dépeignirent comme une figure tragique, victime de la tyrannie papale et de la cruauté d'un roi inconstant. Ses lettres, ses paroles, ses actes furent réinterprétés sous le prisme de la foi, faisant d'elle une héroïne de la nouvelle Église d'Angleterre. Pour des autres, et notamment les partisans de Catherine d'Aragon et les catholiques, elle fut l'intrigante ambitieuse, la sorcière qui avait ensorcelé le roi, la cause de la rupture avec Rome et de tous les malheurs qui s'ensuivirent. Son image fut dépeinte comme celle d'une femme de mœurs légères, manipulatrice et sans scrupules, dont la juste punition fut la décapitation. Les rumeurs de ses liaisons, de son inceste, nourrirent une légende noire qui persista pendant des siècles, ternissant sa mémoire. Son exécution, ce 19 mai 1536, marqua bien plus qu'une simple tragédie personnelle. Ce fut un point culminant de la réforme anglaise, une démonstration éclatante de la consolidation du pouvoir royal. Henri VIII avait prouvé que même une reine, même la mère de sa fille, pouvait être éliminée si elle ne servait plus ses desseins. L'autorité du monarque était désormais sans limite, au-dessus des lois de l'Église et des conventions sociales. Mais l'ironie de l'histoire est parfois cruelle, parfois magnifique. La fille d'Anne, la petite Élisabeth, déclarée bâtarde et reléguée dans l'ombre, deviendrait un jour l'une des plus grandes reines d'Angleterre. Élisabeth Ier, la reine vierge, régnerait pendant plus de 40 ans, une ère de prospérité, de culture et de puissance pour l'Angleterre. Elle incarnerait, sans le vouloir, l'héritage de sa mère, sa vivacité d'esprit, sa détermination, son intelligence politique. Elle consoliderait la réforme anglaise, ferait de l'Angleterre une puissance maritime et culturelle de premier plan, et laisserait une empreinte indélébile sur l'histoire. Le succès de son règne serait, d'une certaine manière, la revanche posthume d'Anne Boleyn, la justification ultime de sa vie et de sa mort. Anne Boleyn, cette figure énigmatique, objet de fascination et de débat, dont l'impact dépassait largement sa courte vie, est restée gravée dans la mémoire collective. Son histoire, faite d'ascensions fulgurantes et de chutes brutales, de passion et de trahison, continue de hanter l'imaginaire, témoin de la fragilité du pouvoir et de la cruauté des destins royaux. Son souvenir est un rappel constant que derrière les couronnes et les titres, il y avait des hommes et des femmes de chair et de sang, pris dans les rouages implacables de l'histoire. Le Vendée Ever, où tout avait commencé, continue de murmurer son nom, une légende éternelle inscrite dans les annales de l'Angleterre.